La tranchée couverte du Rondeau, ouverte depuis 5 heures ce matin, pour l'instant sur une seule voie. Une bonne nouvelle pour les automobilistes en provenance de Chambéry qui veulent rejoindre l'A480. Il ne prendra officiellement ses fonctions que le 20 juin, mais Étienne Manteau a été officiellement présenté aujourd'hui devant la cour d'appel de Grenoble. C'est le nouveau procureur de la République. Et puis Mountain Wilderness et Make.org avaient lancé une grande concertation Montagne 2030. Les résultats viennent d'être dévoilés. Julien Loyer, directeur de Mountain Wilderness France, est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 27 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une étape importante pour le projet de réaménagement du Rondeau. La tranchée couverte sur la rocade sud de Grenoble est désormais terminée et a accueilli ses premiers automobilistes ce mardi matin. Elle va permettre de fluidifier le trafic qui ne s'est pourtant jamais interrompu ou presque durant les 4 ans. Il reste encore quelques mois. Les 4 ans et quelques donc qu'auront duré ce chantier routier pharaonique, l'un des plus importants de France dans cette période. Gaëtan Loiseau. Bientôt, le bout du tunnel pour les travaux de l'échangeur du Rondeau. Le tube nord de la tranchée couverte est désormais ouvert au trafic, une étape importante dans un chantier qui a débuté il y a maintenant 4 ans. Donc le tube nord permet, depuis la RN 87, de rejoindre la 480. Cela a permis également de réouvrir la bretelle qui était fermée depuis le 17 mars entre la rocade et la 480 sud. L'objectif derrière ces travaux est de dissocier les flux locaux de ceux de transit afin de fluidifier le trafic. La tranchée couverte est une première étape, mais il faut ensuite attendre que les collectrices soient mises dans leur configuration définitive, donc fin juillet 2025. Donc, les collectrices, nous en avons une au nord, une au sud. Elles permettront depuis la rocade ou vers la rocade et en direction de la dalle supérieure de la tranchée couverte, donc notamment Cessin, la zone Techni Sud. Et donc de recréer la liaison sans passer par le cours de la Libération. Cette fluidification du trafic par la création d'une tranchée couverte est très technique et cela pour plusieurs raisons. On est dans un environnement urbain contraint en termes d'espace avec de nombreux accès, des circulations. On est aussi sur un axe très fréquenté qui représente 100 000 véhicules par jour, donc qu'il faut maintenir durant l'ensemble des travaux. L'autre difficulté, c'est ici on a creusé. On se trouve dans la tranchée couverte et donc on a des questions de géotechnique et de tenue des terrains. Et on a aussi la présence de la nappe ici, à Grenoble. Un passage souterrain qui oblige à certaines mesures de sécurité. On réglemente la distance entre les véhicules avec 40 mètres de distance entre les véhicules voitures. Et puis qu'on a limité la vitesse à 70 km/h pour justement essayer de limiter le nombre d'accidents dans la tranchée couverte. Lorsque les différentes phases seront terminées et que les flux se retrouveront dans la tranchée, l'aménagement de la surface pourra débuter. On aura donc une voie pour circuler en voiture, pour permettre de rejoindre le cours Jean Jaurès, le carrefour des États généraux. Et puis on aura aussi tout ce qui est destiné au mode doux, donc piétons et vélos, cycles, qui seront sur les côtés de la dalle. Coût total du réaménagement de l'échangeur du Rondeau, 153 millions d'euros répartis entre l'État, la région, le département ainsi que Grenoble-Alpes Métropole. Et l'ouverture de la partie sud entre la 480 et Chambéry est prévue pour le mercredi 4 juin. Du sang frais à la cour d'appel de Grenoble, balai de robes noires, rouges et d'écharpes d'hermine ce matin au palais de justice à l'occasion d'une audience de présentation de magistrats, fonctionnaires et agents contractuels, l'occasion d'une première rencontre avec Étienne Manteau, le nouveau procureur de la République de Grenoble, qui prendra officiellement ses fonctions dans quelques semaines. Au même poste depuis 2018 à Besançon, il remplace Éric Vaillant, nommé avocat général à Caen. À Grenoble, plusieurs chantiers l'attendent, notamment le narcotrafic. Pour un moment, j'ai été installé à la Cour pour exercer au maximum 7 ans les fonctions de procureur, mais je compte bien rester un bon nombre d'années ici, dans la limite de ces 7 années, pour essayer vraiment d'imprimer quelque chose de fort en termes d'action publique dans ce ressort du tribunal judiciaire de Grenoble. Depuis un mois que je suis arrivé, je constate effectivement à la fois tous les atouts de ce ressort, des collègues à la fois magistrats du parquet, magistrats du siège, des personnels de greffe, mais tous les intervenants, les policiers, les gendarmes, enfin, beaucoup de gens de grande qualité. La question majeure que j'aurai à
à relever et à laquelle il va falloir trouver des solutions, c'est comment effectivement arriver à juguler cette délinquance avec une prison qui est dans un état de surpopulation tout à fait préoccupant. Donc quels outils, quelle politique pénale, c'est des choses que je m'efforce de concevoir pour être en capacité, lors de mon installation au tribunal le 20 juin, eh bien de commencer à exposer afin de pouvoir les décliner ensuite dans la durée. Et une petite anecdote concernant ce nouveau procureur. Ancien judoka, Étienne Monteau avait en 2019 bondi hors du prétoire pour maîtriser la compagne d'un détenu qui menaçait de s'emparer de l'arme à feu de l'escorte. C'est devenu un outil fréquemment utilisé dans les enquêtes, la vidéoprotection. Qui a décidé de se doter de 76 caméras d'ici 2027, va pouvoir compter sur l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient de lui voter une aide de 100 000 €. Pour la région, il s'agit de surveiller les abords immédiats des collèges et lycées, dissuader les actes de malveillance sur les quartiers des Ruires, des Coulmes et aux abords de la Villeneuve et contrôler les entrées et sorties de la ville. La demande de subvention avait été appuyée par le conseiller municipal d'opposition et nouveau conseiller régional LR, Philippe Palliard. Les routes du département offrent un circuit d'une richesse incomparable aux cyclistes. Découvrez-les à partir de mercredi sur Télé Grenoble grâce à la 34e édition de l'Alpizère Tour, une course en 5 étapes qui permet notamment aux jeunes du circuit mondial de briller. 21 équipes sont engagées. Les coureurs débuteront par un contre-la-montre de 135 km à Charvieux-Chavagneux. Les premiers départs sont prévus aux alentours de 15 h. Vous pourrez donc les suivre en direct sur notre antenne et sur notre site internet. Le vainqueur sera désigné dimanche à Lamure après une étape spéciale grimpeur. Et puis si vous préférez l'athlétisme, le GUC organise mercredi son 40e meeting Albert Rivet au stade Bachelard à partir de 18 h. Au programme des courses du saut à la perche, du lancer de disque et 3 épreuves au niveau national, javelot féminin et masculin et poids masculin. Et vous, que ferez-vous dans 5 ans? Quel sera votre lien avec la montagne? Cette question, Mountain Wilderness et Make.org l'ont posée du 27 janvier au 30 mars dernier. Les contributions ont été nombreuses et les résultats ont été dévoilés lundi à la Climate House à Paris. Alors, de quoi cette concertation montagne peut-elle accoucher? C'est ce que l'on va voir avec vous. Julien Loyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Mountain Wilderness France. Vous étiez à Paris et vous avez sauté dans le train pour nous rejoindre. Cette idée d'une concertation, en fait, elle est un peu partie de l'attribution des Jeux Olympiques 2030 aux Alpes françaises. Absolument. À l'été dernier, au moment de l'attribution, on s'est dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas l'occasion de donner la parole aux citoyens. On a saisi la Commission nationale du débat public qui nous a un peu remercié de cette proposition et on s'est demandé ce qu'on pourrait faire. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit que si ce n'était pas fait par les institutions, autant le faire nous-mêmes. Et on a cherché un allié de choix spécialisé dans les grandes concertations et la participation massive, à savoir Make.org, une plateforme numérique, mais on a également fait des choses sur le terrain. Parce que c'est l'idée de ces Jeux Olympiques, ça va pas forcément... Tout le monde n'est pas d'accord pour vous? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, on pourrait y revenir aussi sur ce qui est ressorti de la grande concertation, mais pour nous, en fait, ce qui nous dérange avec le projet des Jeux Olympiques dans les Alpes, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on commençait à se pencher sur quel avenir différent pour nos stations, pour nos vallées, pour les montagnes, à l'échelle des Alpes et au-delà d'ailleurs. Et d'avoir ces Jeux qui devraient se dessiner dans les Alpes, on se dit que c'est potentiellement un peu 50 perdus à mettre une attention sur autre chose. Alors revenons à cette concertation. Combien de personnes ont répondu à la consultation? Il y a eu des réponses, des contributions, des votes. Expliquez-nous tout ça. Oui, alors la concertation, elle s'est effectuée en ligne. Nous, on avait un objectif d'avoir à peu près 5000 participants pour 500 propositions et une centaine de milliers de votes. On a été un peu dépassé par les événements et c'est vraiment un super retour que nous fait aussi la plateforme qui a l'habitude de ce genre de concertation où, portée par une association avec le soutien de la Banque des Territoires par ailleurs, mais autour d'une question assez simple sur l'avenir des montagnes, on a obtenu un peu plus de 25 000 participants qui viennent de toutes les régions de France. Une bonne parité entre les hommes et les femmes qui correspondent à peu près aux chiffres de l'INSEE. Une petite surparticipation des actifs par rapport à la proportion nationale. Et puis, on est ravis de voir qu'ils ont été force de proposition puisqu'on a recueilli un tout petit peu moins de 2400 propositions.
Et en fait, ces propositions, quand un citoyen se connectait sur la plateforme, il pouvait voir une série de propositions qui avaient été faites par d'autres citoyens, voter s'ils étaient favorables, défavorables ou neutres par rapport à cette proposition. Et donc, on a obtenu un peu plus de 435 000 votes citoyens sur ces différentes propositions, ce qui nous permet d'avoir un échantillon le plus représentatif possible de l'avis des Français, des idées des Français pour l'avenir des montagnes. Qu'est-ce qui ressort principalement de cette concertation ? Alors, on a plusieurs thèmes principaux qui ressortent. Tout d'abord, le premier qui recueille le plus de propositions, c'est la question de la transition du tourisme en montagne et de voir comment est-ce qu'on arrive à diversifier les activités, d'en avoir toute l'année, de pouvoir aussi ne pas se reposer que sur les activités touristiques. Et dans chacune des catégories, on a des sujets qui sont consensuels, ça c'est le cas, et des sujets qui sont controversés. L'idée, ce n'était pas de sortir la ville de Montagne Wilderness, mais sur le sujet de la transition du tourisme, par exemple, on voit qu'il y a un attachement des Français sur le ski. Et donc, d'arrêter le ski du jour au lendemain pour passer à autre chose, on voit que c'est quelque chose qui ne serait pas accepté de manière consensuelle. Et donc, c'est un des éléments qui sont intéressants sur les sujets qui ressortent. Le deuxième sujet qui ressort, ça va être sur la protection des espaces naturels, encore renforcer la réglementation, la protection, ce qui est quelque chose qui a un peu étonné MakePower, qui a l'habitude de ce genre de concertation, et le fait de se dire, de donner un cadre réglementaire plus fort pour mieux protéger les espaces naturels, habituellement, les citoyens, quand on les interroge massivement, ils ne sont pas trop pour le fait de restreindre leurs droits. En revanche, sur le sujet, par exemple, de la réglementation sur l'usage de la neige artificielle, on voit qu'il y a une controverse. Ça rejoint évidemment le sujet précédent. Et peut-être un troisième sujet sur la question des aménagements, de la construction et des nouveaux logements notamment. Il y a un vrai consensus sur le fait d'arrêter de construire de nouveaux logements et de nouvelles grandes infrastructures en montagne. Le projet Tony Parker c'est peut-être pas quelque chose qui va être très consensuel auprès des pratiquants, mais aussi des citoyens dans leur ensemble, parce que je le rappelle, ce n'est pas une question qu'on a posée qu'aux citoyens montagnards, mais vraiment à toute la population française. En revanche, il y a une question, par exemple, qui est controversée sur la réglementation des résidences secondaires. Et donc là-dessus, il n'y a pas de consensus de voir comment est-ce qu'on peut limiter au maximum ce sujet. Avec cette lits froids, par exemple, oui, en effet, les lits froids, et de voir comment est-ce que, si on veut imaginer une montagne demain qui est habitable à l'année, si on ne réfléchit pas à cette question des hébergements, des logements secondaires, on voit qu'on va arriver vite à des questions qui sont celles qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de lits froids, en effet. Oui, ça rejoint cette idée de ne pas compter que sur le tourisme, mais de pouvoir avoir une économie toute l'année avec la création de restaurants, de tiers-lieux, de choses comme ça. Absolument. C'est l'un des sujets qui ressort. C'est le quatrième d'ailleurs, en effet. C'est pour voir comment est-ce qu'on stimule et on recrée une économie locale. Il y a des éléments sur la question du circuit court et de l'agriculture, en effet, de se réapproprier les espaces. Aussi peut-être d'investir dans la spécialisation un petit peu sur des filières locales qui auraient besoin d'un coup de pouce pour redémarrer et permettre à des personnes de s'y installer et imaginer des choses dans la durée. Et d'ailleurs, nous, ça nous parle beaucoup parce que c'est des éléments qu'on a pu réfléchir sur des alternatives à des projets locaux qu'on suit de près avec des collectifs citoyens engagés. Alors, un sujet que vous suivez de près, c'est le projet de 3e tronçon à Lagrave qui pourrait être lancé. En tout cas, il y a eu des recours. Vous avez manifesté et finalement, la justice a donné son aval au lancement de ce 3e tronçon. Oui, c'est typiquement le sujet, l'un des territoires où je faisais allusion, où nous, on prône le fait de pouvoir avoir une implication des citoyens. C'est d'ailleurs le 7e sujet majeur qui ressort dans la grande concertation, que les citoyens puissent s'impliquer dans les décisions locales et ils ont souvent l'impression de subir. Et là, on a une situation qui est celle-là. Et par ailleurs, nous, on a beaucoup travaillé avec le collectif Lagrave Entrements qui réfléchit justement à une alternative à ces projets de construction qui, pour nous, vont être obsolètes assez rapidement en réalité, et que cet argent investi va peut-être donner un petit poumon sur quelques années, mais on a peur que pour la population locale, en fait, il ne tombe de plus haut après-demain. Et donc là-dessus, on a travaillé avec eux d'ailleurs à la création d'un petit film qui dure 20 minutes sur les alternatives et les nouveaux modèles économiques possibles au niveau local pour penser la vallée différemment. Les résultats de cette concertation, vous allez en faire quoi? Les transmettre à qui
Et pourquoi ? C'est une bonne question. Déjà, ils sont transmis à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne sur notre site internet et sur la plateforme make.org depuis ce matin. L'idée, c'est de se dire c'est une première de ce genre avec cette ampleur. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'en faire un commun pour tous les acteurs engagés pour les montagnes pour pouvoir se faire un avis et s'appuyer dessus pour des questions de position, de plaidoyer ou de projets à venir. Et nous, de notre côté, on s'est dit c'est important de le faire en ligne. On a associé à ça des ateliers d'intelligence collective qu'on a organisés dans les villages de montagne, mais aussi en ville, et aussi des conférences débats. On en a organisé plus de 50 depuis le mois de novembre dernier pour aller se confronter à la population. Et maintenant qu'on a les résultats, on va faire le tour de France massif par massif pour aller écouter ce qui, suite à ces propositions citoyennes, peuvent être traduits en projets concrets et qui sont bien souvent déjà portés par les citoyens à l'échelle locale. On voudrait par les citoyens, mais est-ce que les collectivités locales, les décideurs, comme on dit, vont vous entendre ? Très bonne remarque. Deux éléments. En effet, des projets peuvent être portés par les citoyens, par des associations, par des entreprises privées, par des collectivités. Tous les projets sont bons à prendre pour inspirer les autres territoires, pour accélérer la transition qui nous paraît nécessaire. Et ensuite, concernant les pouvoirs publics, hier soir, on avait des représentants des institutions à l'échelle nationale, aussi de nombreux financeurs publics et privés. Et ça, c'est un effet de bord qu'on n'avait pas vraiment prévu sur cette grande concertation. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui réfléchissaient à comment orienter leur financement au service de cette transition. Et donc, on voit qu'il y a quand même un petit espoir au bout du tunnel. Merci beaucoup, Julien Loyer. Je rappelle que vous êtes directeur de Mountain Wilderness France. Et justement, dans l'agenda, une proposition qui peut coller avec notre sujet. C'est un nouveau festival en Chartreuse pour faire vivre le plateau des Petites Roches. Le festival Vulnéraire s'installe mercredi et jeudi au parc Saint-Benoît à Saint-Hilaire-du-Touvet. 5 groupes ou artistes à l'affiche chaque soir, parmi lesquels Adèle et Robin, Ephrasis, Arabella ou encore Mountain Men. Et la Vulnéraire, c'est cette petite fleur jaune qui pousse dans les rochers, symbole de résilience et de guérison, et dont on peut notamment faire un fameux breuvage. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. On se quitte encore en musique avec Milena, une jeune autrice-compositrice franco-arménienne qui sera en concert mercredi soir sur la terrasse de la Belle Électrique. Laissez-vous porter, c'est gratuit. Excellente soirée à toutes et tous. Ton odeur, tes bijoux abîmés, je les ai accrochés, j'ose pas les porter.